Bon, c'est bon, j'en ai marre de vérifier. Normalement, je suis droite. On y va. J'ai mis où ma liste maintenant. Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, en cette fin d'année encore une fois. Et aujourd'hui, on fait 26 livres pour 2026, tout simplement. Dans ces livres, il y a des livres de ma palle et des livres qui n'y sont pas. Le but, ce n'est pas d'acheter des livres, enfin de les acheter, mais pas en physique, de les acheter et de les mettre dans ma Kindle. Voilà, j'ai rangé par catégorie. Et la première catégorie, c'est les romances, simplement parce que c'est là qu'il y en a le plus, je crois. Le premier livre de cette liste, c'est Mile High de Liz Tomford. J'ai l'impression de faire que parler de ce livre depuis 3-4 vidéos, mais je vous le représente. Ce que je peux faire, c'est que comme je n'ai pas lu les livres, je ne peux pas vous les présenter et vous en faire un résumé. Donc je vais vous lire le résumé qu'il y a au dos, ça va être plus simple à chaque fois pour chaque livre. Sanders. Le hockey à Chicago ne serait pas ce qu'il est sans moi, le joueur que tout le monde adore détester. Je connais mon rôle et le joue bien. En fait, j'aime vraiment passer la majeure partie de mon temps de jeu sur le banc de pénalité avant de quitter la patinoire chaque soir avec une nouvelle fille à mon bras. Ce que je n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air affectée à l'avion privé de l'équipe. Elle travaille pour moi et pas l'inverse. Je me ferai un plaisir de lui rappeler, et je peux vous assurer qu'à la fin de la saison, elle suppliera que sa démission soit acceptée. Mais chaque voyage brouille les lignes, et je ne peux plus dire si je continue d'appuyer sur le bouton d'appel pour la pousser à bout, ou s'il y a plus que ça. Stevie. Je suis hôtesse de l'air depuis des années. Je croyais avoir tout vu, mais lorsque mon nouveau poste m'oblige à travailler pour le joueur star le plus égocentrique et le plus imbu de lui-même de la NHL, je remets tout en question, y compris la promesse que je m'étais faite de ne plus sortir avec un athlète, même s'il est odieusement attirant. Evan Sanders est sans filtre, orgueilleux. Putain, ma sœur elle m'a appelé, je sais plus où j'en étais. Evan Sanders est sans filtre, orgueilleux et beaucoup trop séduisant pour son propre bien. Il aime son image de bad boy et moi j'en déteste tous les aspects, tous sauf lui. Il y a 2 flammes, ça veut dire que ça va être spicy les gars. Voilà, franchement j'ai trop envie, surtout parce que les avis sur les tomes d'après, ma chaise grince, j'espère que ça va pas s'entendre. Voilà. Le tome 1 des Windy City de Liz Tomford. J'ai appris que ça se disait Tom Fordy. Tom Fordy. Donc peut-être que je devrais le dire comme ça. De Liz Tomfordy. Le deuxième livre que j'ai très envie de lire, c'est un livre que j'ai en anglais. Et attendez, parce que je sais jamais c'est quel tome le premier. Je pense que c'est lui. Le prochain livre que j'ai envie de lire, je crois que c'est une trilogie. Le tome 3 vient de sortir récemment. Et c'est This Could Be Us de Kennedy Ryan. De base, j'avais acheté ce livre parce que je voulais lire ce livre. On m'avait donné trop envie sur le booktube anglophone sur ce livre. Et au final, il y a un tome 1, vous savez, c'est des tomes compagnons. Donc, je crois que c'est 2 meilleurs amis. Et j'ai envie de lire le tome 1 avant, parce que j'ai lu un livre de Kennedy Ryan, hein. C'est un de mes livres préférés. En plus, je l'avais lu par hasard il y a des années. J'ai trop envie de relire Kennedy Ryan, parce que je sais que cette autrice est faite pour moi, est faite pour moi. Et j'ai trop envie de relire Let You Love Me. C'est le titre en français d'ailleurs qui est horrible. Enfin horrible. Je crois que c'est Grip en anglais. C'est une saga d'ailleurs. Bref, voilà. Donc ici, This Could Be Us. Je sais plus c'est quoi. C'est l'histoire d'une maman qui, pour une raison quelconque, perd l'homme avec qui elle vit depuis tout ce temps. Et c'est marqué But there is no time to pout or even grieve the life she lost. Donc elle n'a pas le temps de pleurer la vie qu'elle vient de perdre, il faut qu'elle s'occupe de ses filles. Et il y a un homme qui n'est pas désiré, an unlikely man, enter the picture, entre dans l'image. Donc à mon avis, ça va être une question de devoir refaire confiance à un homme. Je sais pas, mais je sais que ça va être incroyable. Faut y aller sans résumé des fois. Faut juste y aller et kiffer, les gars. Le troisième livre que je souhaite lire en 2026, c'est Say You Swear de Megan Brandy. Pareil, je crois que c'est une duologie. Il y en a encore un après, un tome compagnon. Et je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je crois que c'est une romance universitaire sportive. C'est ça, c'est une femme qui part à l'université, qui fait la rencontre d'un homme.
Franchement, ça en dit pas plus. Je ne veux pas en savoir plus. Je sais que c'est un peu chialant. Ça me suffit, au final. Ça me suffit totalement pour, vouloir découvrir ce livre. Say You Swear de Megan Brady. Le 4e livre, je ne l'ai pas dans ma page, je ne l'ai pas en physique. Et ce livre, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En fait, simplement, j'ai envie de découvrir Taylor Jenkins Reid parce que, en fait, c'est l'autrice préférée de tout le monde. C'est l'autrice préférée de tout le monde et j'ai besoin de savoir pourquoi c'est l'autrice préférée de tout le monde. Et je pense que tout le monde a commencé par Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc je dois commencer par ce livre aussi. Pareil, je n'en sais rien du tout. Je crois que je veux rien en savoir au final. Faudrait que je regarde quand même un petit résumé sur internet. C'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 24 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire... Ah non, mais j'ai dit 24 ans, c'est 80 ans. Non mais regardez-la, elle. À l'aube de ses 80 ans, du coup, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend son choix. La journaliste décide de saisir cette occasion pour lancer sa carrière. Elle écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée 7 fois, une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la journaliste comprend que leurs destins sont étroitement liés. Oh, ça a l'air incroyable! J'avoue que j'ai hésité aussi à mettre Daisy Jones and the Six, mais je sais pas. J'avais envie de lire celui-là, et en fait, c'est le côté un peu interview de Daisy Jones and the Six qui m'a poussé à faire le choix des 7 maris d'Evelyn Hugo. Voilà. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai trop envie de le découvrir et j'espère que je vais aimer cette autrice parce qu'elle a fait plein d'autres livres qui ont l'air trop bien, qui sont trop bien notés, pareil. Voilà. Le 6e livre, c'est le tome 2 de Troublemaker de Laura Swan. J'ai fait un peu le tour de ma bibliothèque et je me suis dit qu'est-ce que j'ai aimé que je n'ai pas fini. Et celui-là, il en faisait partie. Je me souviens avoir aimé le tome 1 et j'ai jamais lu le tome 2 alors que je l'ai acheté. Donc voilà, je me ferai sûrement une relecture du tome 1 pour lire le tome 2. Parce que je m'en souviens plus, hein. Ça fait au moins 2 ans que j'ai lu le tome 1. Je vous lis le résumé du tome 1. Je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, évidemment. Patienter. C'est le quotidien étouffant de June. Plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Shane, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin d'un passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations, mais June n'a pas l'intention de céder. Car si Shane est déterminé à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Je me souviens que c'était hyper dark. Enfin, hyper dark dans le sujet abordé. Bref, j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Et au moins celui-ci sortirait de ma palle. Donc voilà, Troublemaker, le tome 2 de Laura Swan. Le 6e livre, c'est Italian Mafia, le tome 2 de Emma Bardio. Pareil, lui, j'ai l'impression de vous parler de ce livre dans tous les vidéos que je fais. C'est une dark romance. Le tome 1 fait partie de mes livres préférés. Et je n'ai, aussi honteux soit-il, jamais encore pris le temps de lire le tome 2. Donc, je veux lire ce livre cette année. En plus, je l'avais commencé, mais j'étais pas dans le bon mood. Donc voilà, je vais vous lire le résumé du tome 1. Sergei Carretero est la fille unique du parrain de la Camorra, la mafia napolitaine. Formée pour devenir une tueuse impitoyable, elle entend mener à bien la mission confiée par son père 12 ans plus tôt, séduire et assassiner Vitali Azarov, le chef de la Bratva russe. Pour y parvenir, elle peut compter sur Mirko, son ami d'enfance, chargé d'éliminer le jumeau de Vitali. À Moscou, Sergei se fait passer pour Katerina Leskov, la fille d'un riche négociant russe.
Grâce à un plan rodé, elle captive l'intérêt de la Bratva et se retrouve rapidement confrontée à Vitaly. Même si le parrain respire le danger, elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéniable. Sergueï va tout faire pour attiser son désir, sans jamais perdre de vue que Vitaly est sa cible, son ennemi. Mais endosser une fausse identité, c'est prendre le risque de se perdre soi-même, surtout quand mensonge et réalité se mêlent. Une leçon que la jeune femme pourrait bien apprendre à ses dépens. Je vous jure, ça lui rend même pas justice, ce livre est incroyable. Voilà. Il faut absolument que je lise le tome 2. Et je vous regarde même pas en parlant. Quelle fille impolie. Parce qu'en plus, le tome 1 est fini sur une dinguerie. Le 7e livre, c'est dans la même veine que les autres livres. C'est une suite de saga que j'ai jamais terminé alors que j'avais aimé le tome 1. Celui-là, pour le coup, c'est parce qu'il n'était pas sorti quand j'ai lu le tome 1. Et c'est Lexton, le tome 2 de Sarah Rivens. Et je me rappelle déjà, je fais partie de ces gens qui ont aimé Captive. J'ai bof aimé le 1, j'ai adoré le 1.5, j'ai surkiffé le 2. Je me rappelle que j'étais à l'université et je lisais pendant les cours. En TD, c'était n'importe quoi. Et j'avais aimé Lexton, j'avais peut-être un peu moins aimé que Captive, mais après j'ai pas lu le tome 2. En plus, le tome 1 finit sur un truc de ouf, il me semble. Faudrait peut-être que je le relise. Bon, je regarderai peut-être un résumé spoilant. Je vais vous lire le résumé du tome 1, ceci dit. Dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing aux États-Unis, Iris, confinée à la bibliothèque, est plongée dans ses révisions. À des kilomètres de là, un mercenaire affronte le froid tranchant de la nuit, aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ils n'ont rien en commun, pourtant, tous deux ont le même objectif, amasser assez d'argent. Iris pour payer ses frais de scolarité à l'université, le mercenaire pour mener à bien sa mission. Mission dont elle est la cible. Désormais, son existence est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation, celui qui a été façonné pour tuer, celui qu'on appelait Lexton. Voilà. Je sais que Sarah Raven, c'est pas pour tout le monde, que tout le monde aime bien être gêné par tout et n'importe quoi. Mais moi, ça me gêne pas, voilà, je m'en fous. Ça me gêne pas de savoir aimer ça. En vrai, moi, je suis pas compliquée, hein. Moi, j'aime tout, hein. Enfin, j'aime tout. C'est vrai et pas vrai en même temps, mais bref. Voilà. Tout ça pour dire que ne me jugez pas. Le 8e livre, c'est le premier tome de la série Boys of Tommen de Chloé Walsh et c'est Binding 13. Non mais l'accent. Binding 13. Ce livre est le préféré de plein de gens. Apparemment, il est chialant. Au début, j'étais pas sûre de vouloir lire ça. Et en fait, ça me donne trop envie, ça m'intrigue trop. Je vais vous dire ce qui m'a rebuté la première fois que j'ai lu le résumé. C'est le prénom du mec. Il s'appelle Johnny. Moi, je viens du nord de la France, les gars. Johnny, j'en peux plus. Les Johnny que je connais, c'est des cassos, ok? Mais bon, c'est le livre préféré de plein de gens. Je vais pas m'arrêter à un prénom. Si? Non, on va pas s'arrêter à un prénom. Donc je vous lis le résumé. Il n'avait qu'une obsession, le rugby, avant elle. Elle ne désirait qu'une chose, survivre avant lui. Johnny Cavano a tout pour lui. Sur un terrain de rugby, il est une force avec laquelle il faut compter. Prêt pour la célébrité, il se dirige tout droit vers le sommet. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, n'est-ce pas? Même pas la nouvelle fille timide du lycée Tommen, celle avec des yeux tristes et qui cache ses bleus. La vie n'a jamais été facile pour Shannon Lynch. Brimée et torturée, elle arrive en cours d'année au lycée Tommen, priant pour un nouveau départ. Dès son premier jour dans cette prestigieuse école, elle entre en contact avec le charismatique Johnny Cavano. Entamant une amitié compliquée et luttant contre leur indéniable alchimie, Johnny et Shannon n'auraient jamais pu prévoir les obstacles qui menaceront leur relation naissante. Oh, ça a l'air bien. Et en même temps, genre, lycée quoi. Je sais pas. Franchement, j'espère que ça me bloquera pas le fait que c'est au lycée, mais honnêtement, je pense pas. On verra bien. En tout cas, les couvertures, elles sont super belles en plus. Hâte d'acheter. Clock It. Le 9e livre, c'est le tome 3 du Darkverse de Runix, qui est The Emperor, je crois, qui est le premier livre de la duologie sur Dante et Amara. Je vais vous faire le résumé du tome 1, Le Prédateur, qui est lui sur Tristan
et Morana. Je les aime, ok, je les aime. Je les adore. Je... Chef's kiss, je les aime trop. Je vous lis le résumé. Ah, en plus, je me souviens d'histoires de base, c'est incroyable. Trigger warning Dark Romance, by the way. Vous devriez savoir qu'il ne faut pas vous rendre seul et sans protection dans la demeure de votre ennemi, et aussi qu'il ne faut jamais traquer un prédateur. Une fois que celui-ci capte l'odeur de votre sang, vous devenez sa proie. Dans les bas-fonds de la mafia, Tristan Kane est une anomalie. Adopté enfant par le clan Ténébré, je pense Ténébré. Adopté enfant par le clan Ténébré, il est une énigme pour tous, ses compétences sont inouïes, ses valeurs sont douteuses et ses motivations sont inconnues. Il est une arme à lui seul et il le sait. Ce que Tristan fait avec les armes, Morana Vitalio, fille de la famille rivale et véritable génie, le fait avec les ordinateurs. Lorsqu'un mystère vieux de 20 ans refait surface, Morana s'infiltre dans la maison des Ténébrés avec l'intention de tuer Tristan sans savoir qu'un lien les unit. La haine, la passion et les secrets qui s'entrechoquent ne les laisseront pas s'en sortir indemnes, mais quelque chose de bien plus grave et dangereux qu'eux est en train de se produire et malgré leur animosité, ils sont les seuls à pouvoir le combattre. Je vous jure, ce livre, il est incroyable. Je les aime. Tristan, je l'aime. Attendez, je vais marquer spoil en grand. Les 10 prochaines secondes seront un spoil. C'est pas important, mais c'est un spoil, ok? Il se tatoue son prénom à l'annulaire à la fin du tome 2. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte de lire le tome 3 parce que la fin du 2 est trop intrigante. On a trop envie de savoir ce qui se passe pour Dante et Amara. Voilà, c'est tout. C'est tout. De toute façon, je dois pas me justifier. C'est 26 livres pour 2026, donc forcément, j'ai envie de les lire. Et donc, la dernière romance qui va terminer cette catégorie, c'est Comme dans un roman d'été de Ellie Henry. Et simplement, pareil, en fait, je me rends compte que je suis hyper influençable. Bon, après, je le savais en vrai. Parce que tout le monde n'arrête pas d'en parler, encore une fois. Je vous lis le résumé. Apparemment, c'est un de ses meilleurs en plus, donc tant mieux. Augustus Everett est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. January Andrews, elle, ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui s'essaiera à une comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, January organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman avant la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux, bien évidemment. Oh non, ça a l'air trop bien. En plus, là, je viens de voir Gus. C'est long, mon chat. Voilà, j'ai trop envie de lire ce livre. La prochaine catégorie, c'est la catégorie des classiques. Et comme je le dis depuis des années, même si vous n'êtes pas au courant, pardon, je me doute que vous n'entendez pas tout ce que je dis, je veux lire plus de classiques. Et dans ces classiques, ceux que j'aimerais impérativement lire cette année, il y a Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Bon, là, je l'ai dans cette édition-là, mais je veux le lire dans les éditions point, dans les éditions classiques point, parce qu'ils ont sorti des nouvelles couvertures trop belles. Enfin, là, c'est Les Misérables, mais je vais l'acheter. Il est en 2 tomes dans ces éditions-là. Et donc, bon, bah, est-ce que je vous fais le résumé? Est-ce que c'est utile? Pas vraiment, hein. On parle de Edmond Dantès qui est condamné à tort et qui revient pour se venger de toutes les personnes qui ont contribué à son arrestation. Voilà, globalement, tout le monde connaît l'histoire. Et ça tombe bien que je vous parle des éditions classiques point, parce que le prochain livre que je veux lire, donc le 12e livre, c'est le tome 1 des Misérables de Victor Hugo. Voilà, je me souviens juste que quand j'ai été petite, j'avais vu le film avec le gros porc là. Ah Gus, tu m'as fait peur. Oh non. C'est maintenant que tu veux des câlins, genre? Bref, je me souviens que j'avais vu le film et j'avais tellement aimé. Et depuis, je suis obnubilée par ce livre. Bon, il me fait quand même un peu peur parce que apparemment, Victor Hugo, c'est le roi de la description sur 100 pages. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire avec.
Et je suis quand même trop contente de le découvrir parce qu'en plus, apparemment, là, il y a des petites illustrations. Enfin, illustrations. Des petites photos des premières éditions. Ça doit être trop intéressant. Purée. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça en tout cas. Même si c'est quand même un sacré pavé. Hein. Et c'est que le tome 1, les gars. Je crois qu'il y en a 4. 4 ou 5 si je me trompe pas. Voilà, Les Misérables de Victor Hugo. Le 13e livre, qui est toujours un classique, c'est Orgueil et Préjugés. Celui-là, je l'ai déjà commencé il y a très longtemps. Je ne l'ai plus dans ma bibliothèque, si je me trompe pas. Je l'ai dans ces éditions-là, sauf que j'ai lu Les 4 filles du Docteur March dans ces éditions-là. C'était de la merde. Pardon, hein, mais le travail éditorial, il est moisi, les gars. Moisi. Alors, ils sont très beaux, hein. Ils sont très beaux, il y a des petites illustrations. Mais en fait, je sais pas, ça a été écrit avec les pieds. Donc, je vais clairement pas lire cette édition-là. Soit je vais le racheter. Je crois qu'il est sorti en classique point en plus, si je me trompe pas. Oh, ça me donne encore plus envie. J'adore cette collection. Donc, je pense que je le rachèterai en classique point ou sinon je le lirai sur liseuse avec une bonne traduction. J'ai vu d'ailleurs que c'est Libretto, je crois. Je crois que je me trompe. Il y a une maison d'édition qui a ressorti des nouvelles traductions plus modernes et qui correspondent vraiment à l'œuvre. Et peut-être que je me pencherai sur ces éditions-là. Est-ce que je vous fais le résumé de Orgueil et Préjugés? Franchement, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous offrir ça, les gars. Si vous avez jamais vu le film, allez-y. Voilà, ce sera le meilleur résumé que je pourrais vous offrir. Il est incroyable. Et donc, le dernier classique de cette liste de livres, c'est Les Hauts d'Hurlevent de Emily Brontë. Pareil, celui-là, je l'ai commencé comme Orgueil et Préjugés et je ne l'ai jamais terminé. Pourtant, j'avais aimé. Hein. Pourquoi je ne l'avais pas fini? Je sais pas. Je ne sais pas. Et pareil, je ne le lirai pas dans ces éditions-là, vous vous doutez bien. Je l'achèterai pareil dans une autre édition où je le lirai sur liseuse. Mais voilà, j'ai envie de découvrir l'aigri originel au final, le fameux Heathcliff en fait. Nous entrons dans une nouvelle catégorie qui est la catégorie fantasy, fantastique, romantasy. J'ai un peu mis tout dans la même catégorie et le premier livre, c'est le tome 4 de la saga Zodiac Academy, écrit par Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Pareil, je vous dirais bien d'aller lire le premier tome pour vous donner un petit résumé. Mais je vais pas faire ça à chaque fois. Donc, je vais vous le trouver et vous le lire. Il y a quand même 17 livres dans la saga Zodiac Academy. Dans quoi je me suis lancée, les gars? Je suis Gémeaux, impulsive, curieuse, têtue, une jumelle, héritière d'un trône dont je ne sais rien, et il s'avère que je suis Fae. Mais bien évidemment, il y a un hic. Tout ce que j'ai à faire pour revendiquer mon droit de naissance, c'est prouver que je suis la surnaturelle la plus puissante de tout Solaria. Et oui, techniquement, c'est vrai puisque je suis la fille du roi barbare. Mais ce qu'il n'avait pas mis dans la brochure, c'est que chaque Fae de ce royaume revendiquerait mon trône s'il le pouvait. L'école dans laquelle ils m'ont envoyée est à la fois dangereuse à mort et une putain de fête. Les vampires mordent les élèves les plus faibles dans les couloirs. La meute de loups-garous organise des orgies dans le bois. J'ai mis ça à chaque pleine lune. Je ne parle même pas de cette manière sombre et tordue dont les sirènes utilisent leur pouvoir sur les émotions des gens, ni d'à quel point mon professeur de magie cardinal, scandaleusement attirant, tient ses cols qui laissent les gens en besoin de thérapie. Les cours sont complètement intéressants si tu arrives à y survivre, et ce signe astrologique Gémeaux que j'ai mentionné, il détermine à présent ma magie élémentaire et affecte ma destinée. Alors apprendre l'astrologie m'est essentiel si je veux mettre mes camarades de classe au tapis, ce qui d'ailleurs est vivement encouragé. Mon plus gros problème, c'est le métamorphe dragon qui me fait saliver et qui a les yeux sur mon trône. Lui et ses 3 psychopathes d'amis sont déterminés à faire de mon séjour ici un enfer. Tout ce que j'ai à faire, c'est survivre, mais le destin a sûrement d'autres idées. Putain, pourquoi n'ai-je pas reçu une lettre pour Poudlard? J'avais jamais lu le résumé, genre de rire. Et donc, oui, trigger warning, bien entendu, ce livre est une dark bully romance. Oui, une dark bully romance, les gars. C'est une fantasy dark romance, bully, tout lover, tout... Bref, voilà. Je veux lire le tome 4. En plus, la fin du tome 3, encore une fois, je m'arrête à chaque fois avec des plot twists de ouf. Je sais pas comment je fais. Bon, là, je me souviens très bien pourquoi j'ai pas lu le tome 4, parce que le tome 4 n'était pas traduit en français, que j'avais la flemme de le lire en anglais. Sauf que là,
Il est toujours pas sorti, me semble-t-il, mais je peux plus attendre. Je ne peux plus attendre, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose en fait. Ah si, il est sorti, mais non! Mais le tome 5 aussi! Mais non, mais moi je suis vraiment une bouffonne, la vie de ma mère. Voilà, tome 4, tome 5 sont sortis en français. Pour la peine, franchement, je devrais les lire en anglais. Le 16e livre, c'est une lecture, mais une relecture surtout, parce que j'ai envie de continuer et de recommencer donc la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 il y a, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Sauf que forcément, je me souviens pas. Et j'ai vraiment envie de finir cette saga, sachant que le tome 5 sort prochainement, normalement. Prochainement, dans un futur relativement proche. Et que, en fait, le truc, c'est que pour lire toutes les autres œuvres de Sarah J. Maas, il faut lire en premier ça, normalement. Donc pour lire Crescent City et pour lire Le Trône de Verre, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Le Trône de Verre, Throne of Glass. Bref, voilà. Donc ici, on y suit Fer qui. Pourquoi je me lance dans tes résumés bancals? On va lire la 4e de couverture, on va pas se compliquer la vie. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son joaillier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Le 1, je me rappelle que j'avais aimé, je me souviens que j'avais aimé la fin, le dernier tiers, le tome 2. C'est un de mes livres préférés. Et donc voilà, il faut que je lise la saga en entier, c'est décidé. J'en ai 5 là. J'ai le 1, 2, 2,5, 3, 4, il me semble. Ou 3, 3,5, 4. Je sais plus, la petite nouvelle, elle va où? Mais voilà. Je veux en tout cas lire la saga à Cotard. Le livre 17 est la suite du sang et la cendre, le sang et la cendre de Jennifer et l'Armand Trout, donc le tome 2, Un royaume de chair et de feu. Pareil, j'avais tellement aimé le tome 1 il y a des années en fait. Et j'avais pas lu le 2 parce que je l'avais pas acheté. Et maintenant je l'ai. Donc je compte cette année refaire une lecture du tome 1 et donc de poursuivre avec le tome 2 et le tome 3, qui est la première trilogie. Après, il y a plein de spin-offs et tout. Je verrai si, si je les lis ou pas. On va déjà commencer avec la première trilogie, on verra. Une fois n'est pas coutume, je vous lis le résumé du tome 1. Mais pourquoi ils font des résumés si longs, les frérots? Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin a été tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout, son cœur. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune, et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire, sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur, et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée. Parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Ouais, voilà. C'est un très bon résumé, même si je me souviens que j'avais trop aimé, mais je me souviens plus du tout des détails. Donc voilà. Relecture et nouvelle lecture de cette année que j'aimerais effectuer. Le 18e livre est un livre qu'on m'a conseillé assez récemment, même s'il me faisait de l'œil
quand même depuis un moment. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je compte bien le lire. En tout cas, découvrir la première duologie. Je crois qu'il y a 2 duologies dans cette saga. Je sais que je vais aimer en fait. Enfin, je le sais. Et en plus, j'adore la couverture du poche. Elle est super belle. Voilà, même si la couverture du brochet était aussi très belle. Donc ici, je voulais le résumer. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Marie-Dréna. Dans ce monde ravagé par les tempêtes sauvages, le pont qui parcourt le royaume voisin d'Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens des pays environnants. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Ah non, mais ça a l'air incroyable. Bon, en même temps, c'est pour ça qu'il est dans cette liste, une fois de plus. Le 19e livre, c'est Caraval de Stéphanie Garber. Et celui-là, il est dans ma palle depuis un bail et j'ai vraiment envie de le découvrir, ça a vraiment l'air incroyable. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée, Donatella est kidnappée par Légende. Si Scarlett ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Voilà, c'est le tome 1. Il y a 3 tomes à ça. En plus, ces éditions, je les adore. Et c'est écrit super grand, je viens de me rendre compte. Donc ça pourrait se lire vite en plus. Ah, quoi? Il y a des marque-pages là-dedans? Non, mais ça, c'est mon problème. J'achète des marque-pages, je regarde même pas. Ah non! J'avais oublié, ils sont trop mimi. Ça va dans le pot marque-page. Bref, voilà. Caraval de Stéphanie Garber. J'espère que je vais aimer purée. Parce que ça, c'est aussi un peu à double tranchant. J'ai l'impression que c'est grave un livre où il y a un mood qui fait qu'on aime. Et il y en a d'autres qui sont... En fait, j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop jeunesse pour moi maintenant. J'aurais peut-être dû le lire avant. Mais bon, on verra bien. En tout cas, il me donne envie. Le 20e livre de cette sélection, c'est Savage Lands. Je sens que la lumière va bientôt lâcher, les gars. Donc, il faut que je me dépêche. Entraînée aux arts de la guerre à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. Élevée dans le palais du général Marcos qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des Fae. Mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Elle est capturée par les Fae et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Brexley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des Fae, à commencer par Warwick Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Dans la toile mortelle des jeux de pouvoir, la jeune femme brise alors la seule règle qui peut la sauver, ne jamais baisser sa garde face à l'ennemi. Pareil, une fois de plus, c'est seulement les avis que j'ai vus des gens que j'aime sur le Booktube et le BookTok qui m'a donné envie de lire ce livre. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus, à part que j'ai très envie de le découvrir. Le prochain livre, c'est le tome 1 de la saga d'Evabad, La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Ça, c'est totalement pour le mood du livre que j'ai tellement envie de le découvrir. C'est dans un monde oriental avec des djinns, ça a l'air incroyable, je vous lis le résumé. Une épopée oubliable et magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Dans les rues du Caire au XVIIIe siècle, Nari est une jeune escroc au talent inégalé, lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et va comprendre tôt ou tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques Marides. Des ruines de métropoles humaines, autrefois magnifiques aux montagnes,
où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Devabad, la légendaire cité de laiton. Bref, voilà. Encore une fois, je sais pas combien il y en a là-dedans. Il y en a 4. Ça a l'air incroyable. Je crois que c'est 3 tomes et une nouvelle. Et en plus, les éditions, elles sont super belles en relié. Donc peut-être que si je me motive et que j'en ai vraiment envie, j'achèterai ces éditions-là. Voilà. Le prochain livre, qui est le 22e, c'est encore une fois pareil, c'est totalement pour le mood ambiant du livre que ça m'a donné envie de le lire. Et c'est The Bone Season de Samantha Shannon, je crois. Oui, de Samantha Shannon. Et donc, ici, pour le résumé, on est sur 2059. Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Rephaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arthurus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Voilà, j'en dis pas plus, ça me donne trop envie. Et je passe au 23e livre, qui est la dernière fantaisie, romantaisie. C'est une fantaisie d'ailleurs. Ce livre, j'ai failli ne pas le mettre dans la liste parce qu'il est très long et que il met tout le monde d'accord, mais en même temps, il est vraiment très long. Et à mon avis, il est très compliqué à comprendre. Mais en même temps, il me donne très envie. Et ce livre, c'est Babel de R.F. Kuang. Je voulais le lire, enfin, je voudrais découvrir R.F. Kuang et je n'ai pas envie de la découvrir avec Yellowface. Et je crois que je ne veux pas non plus commencer la guerre du pavot. Donc, j'ai choisi Babel. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure. Les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Ça a l'air incroyable, purée! Non mais ça c'est ma faute aussi, je lis pas les résumés avant, je fais que au feeling en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes dans la vie au final. Donc voilà ce qui termine la catégorie fantasy romantaisie. Et j'ai un thriller à vous présenter dans cette sélection. Et ce thriller, c'est Peur noire de Harlan Coben. C'est simplement le seul Harlan Coben que j'ai dans ma pile à lire. Et j'ai envie de lire plus de thrillers parce que j'aime ça, mais je sais pas pourquoi c'est pas le genre de livre sur lequel je me retourne en général. Myron est dans une mauvaise passe. La nouvelle que lui assène Emily, son amour de fac marié à Greg, son éternel rival, va pourtant éclipser tout le reste. Son fils Jérémy a besoin d'une greffe de moelle osseuse, sinon il mourra. Mais le seul donneur compatible a disparu. Emily a besoin de Myron pour le retrouver. Jérémy a besoin de son père pour être sauvé, son vrai père. Oh non, j'ai trop hâte de savoir. Ah, parce que ça veut dire que c'est pas le père. Aïe. Oh non, on est déjà à l'avant-dernier livre. Ça va triste. On rentre dans une nouvelle catégorie, la dernière, et cette catégorie, j'ai mis contemporain. J'aurais pu mettre aussi drame peut-être. Le 25e livre, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Celui-ci, je sais pas grand-chose. Je sais qu'il est chialant. C'est l'histoire d'une famille, me semble-t-il. Et je crois que je veux pas en savoir plus, honnêtement. Je veux vraiment pas en savoir plus. J'aimerais bien le découvrir et y aller comme ça, parce que vraiment, c'est vraiment un beau livre. Donc voilà.
Betty de Tiffany McDaniel. Et donc le dernier livre, le 26e, c'est Blue Sisters de Coco Mellors. Là, c'est l'histoire de 4 sœurs qui ne deviennent plus que 3 à la suite de la mort d'une d'entre elles. Et je pense que la mort de leur sœur va peut-être les rapprocher et les faire se reparler. Enfin, je sais pas si elles se parlaient pas, mais en tout cas, la vie fait que des fois, chacun est de son côté et suit son petit chemin. Voilà, c'est un chef-d'œuvre, apparemment. Moi, c'est tout ce qu'il me fallait. J'en avais pas besoin de plus. Et j'aimerais beaucoup découvrir ce livre qui va être traduit, me semble-t-il, cette année d'ailleurs, peut-être en mars ou en avril. Je vous mettrai la vraie info quelque part. Mais voilà, j'aimerais bien découvrir ce livre. Et d'ailleurs, Coco Mellors a écrit un autre livre qui s'appelle Cléopâtra et Frankenstein, qui me donne aussi très envie. Voilà, nous arrivons à la fin. Voici les 26 livres que j'ai envie de lire cette année qui me donnent très envie. J'en ai quand même que 12 sur 26, donc ça veut dire que je devrais potentiellement en acheter 14. Et l'avantage, c'est que j'ai une liseuse, heureusement. Ça évitera à ma palle de trop s'agrandir. En même temps, si je l'achète et que je le lis, techniquement, la palle, elle s'agrandit pas. Elle reste pareille. Bref, bon, on verra. Écoutez, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier. Moi, j'adore avoir des retours, des petits commentaires. Moi, je commence tout juste sur Booktube, hein, donc j'adore. Et je vous fais plein de bisous. Au revoir!